avec Caltech, le spécialiste du rayonnage mécanique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. Sonia Vaquez, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à J-2 avant le référendum. Je voulais donc faire un point avec vous, notamment sur l'organisation hier de votre dernier grand rassemblement au stade Noumadali. Quel bilan dressez-vous de la campagne référendaire, notamment du côté loyaliste ? Je pense qu'on a fait une vraie belle campagne et sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire qu'on a vraiment construit, d'abord on a eu un projet commun des loyalistes, ce qui n'était pas le cas en 2018. Ensuite, on était unis. Et puis, on a vraiment fait campagne pour expliquer la société qu'on voudrait demain. Donc, je pense qu'on a fait une vraie belle campagne. Et du côté indépendantiste, est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient plus présents, moins présents qu'en 2018 ? Ils ont fait une belle campagne également, mais ce qui était intéressant quand même dans la manière dont les choses ont tourné, c'est qu'en 2018, c'était à nous qu'on demandait un projet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, alors que finalement, quand on défend le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, on est dans une forme de continuité, même s'il y a des choses à faire évoluer. Et là, cette fois-ci, comme il y a eu un score auquel les Calédoniens ne s'attendaient pas en 2018, il y a des vraies questions qui ont été posées aux indépendantistes qui n'étaient pas posées en 2018 sur comment ils vont faire concrètement pour mettre en œuvre leur projet sans la France. Et en fait, ça a permis de voir finalement le saut dans le vide qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'en fait, à beaucoup de questions, ils ont répondu « Non, mais on verra pendant la période de transition » ou alors « On verra, mais vous inquiétez pas, la France sera toujours là ». En fait, on s'est rendu compte que quand on creuse un peu, leur projet est pas complètement construit, voire pas du tout. Et donc, je pense que cette campagne avait cet intérêt-là de rentrer un peu plus au fond des choses que celle de 2018. Est-ce que vous pensez avoir réussi à convaincre davantage de personnes qu'en 2018, notamment du côté des abstentionnistes et des indécis ? Oui, je suis convaincue qu'effectivement, les sondages de 2018, d'abord, avaient quand même démobilisé une partie de notre électorat, que des gens ont considéré que ce n'était pas forcément la peine d'y aller et que quand on avait mieux à faire, on pouvait faire autre chose, ou que ce n'était pas la peine de se battre pour récupérer des procurations des enfants étudiants ou des plus âgés dans les maisons de retraite. Ce travail-là a été fait par chacun des Calédoniens. Je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Et au-delà de ce que chacun a fait, nous, au niveau de la campagne, on a fait un très gros travail personnel auprès de chacun, en fait. On a été faire du porte-à-porte auprès des... on avait pris la liste des 18 000 abstentionnistes, notamment du Grand Nouméa, et on a été les voir un par un pour leur dire pourquoi vous n'aviez pas voté en 2018, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser en 2020 ? Donc oui, je crois qu'on a été en capacité d'aller chercher au-delà de notre électorat de 2018. Certains avaient reproché en 2018 plusieurs écueils aux loyalistes, comme par exemple lors des unions, vous m'en parliez, ou de ne pas avoir de réels projets pour l'avenir de la Calédonie. Cette année, là, vous avez sorti donc une brochure où on évoque notamment un nouveau cadre institutionnel pour la Calédonie de demain. En cas de victoire du non, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de manière assez synthétique ? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de paragraphes. Mais comment on pourrait résumer ce projet que vous proposez ? Alors d'abord, effectivement, on a essayé de tenir compte, et vous savez, les électeurs sont sans concession. Le résultat de 2018, ils considèrent à juste titre qu'on emporte une part de responsabilité. Donc, ce qui nous a été reproché, on a essayé d'y remédier, et notamment le fait de ne pas avoir de projet clair. Et donc, on s'est mis autour de la table. Vous savez, on est 6 partis dans les loyalistes. On pensait au départ qu'on allait sortir avec quelque chose à minima, qu'on allait avoir le plus petit commun dénominateur entre nous. Et en fait, à force de travailler ensemble, on s'est rendu compte qu'on était d'accord sur la très très grande majorité des sujets. Et en fait, dans ce projet qu'on propose, il y a plusieurs axes. Il y a évidemment la partie organisation institutionnelle sur laquelle je vais revenir, mais c'est surtout un projet de société. Le projet de société qu'on porte, et on l'a bien vu dans cette campagne, et on l'a bien vu en particulier hier soir avec les 2 meetings qui avaient lieu en parallèle, celui du oui et celui du non. On a voulu porter un projet où toutes les communautés se retrouvent. Le destin commun, c'est voter non dimanche. L'avenir en commun, c'est voter non dimanche. Et en fait, un avenir où on ethnicise la Nouvelle-Calédonie, où on met une ethnie au-dessus des autres, une communauté au-dessus des autres, c'est le projet des indépendantistes. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a voulu porter dans ce projet, vraiment une société dans laquelle tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs, et puis au-delà des mêmes droits et des mêmes devoirs, les mêmes chances de réussir. Quel que soit l'endroit d'où on vient, la catégorie sociale, la communauté d'où on vient, on a une chance de réussir dans la vie et on n'est pas bloqué parce qu'on n'est pas de telle ou telle ethnie ou de tel ou tel niveau coutumier. Donc ça, c'était très important parce que c'est vraiment le fondement de ce qu'on construit. Ensuite, il y a la question institutionnelle qui est essentielle. Et là aussi, de la même manière qu'on s'est basé en 2020 sur nos échecs de 2018, on a voulu tenir compte de ce qui n'a pas marché dans l'accord de Nouméa, de ce qui ne fonctionne plus,
pour essayer de construire des institutions qui, dans l'intérêt de tous les Calédoniens, fonctionnent mieux. C'est quoi le constat? Le gouvernement collégial, il est à bout de souffle. On n'arrive plus à faire sortir des choses parce qu'il n'y a pas de majorité ou des majorités de circonstances. Et donc, finalement, on voit bien qu'on arrive au bout de ce système-là. Et au contraire, on se rend compte que de plus en plus, les provinces sont en capacité de répondre aux attentes du quotidien des Calédoniens. Donc, on a construit finalement notre projet avec des provinces qui ont de plus en plus de compétences, ce qui permet en plus de donner en partie aux indépendantistes des compétences qu'ils veulent avoir, qui leur donnent finalement une forme de souveraineté qu'ils n'avaient pas forcément avant, et donc qui répond en partie à la volonté qui est la leur de plus d'autonomie. Votre fameuse hyper-provincialisation. Oui, alors c'est un terme, c'est un peu techno comme terme, comme on dit, mais moi j'appelle ça hyper-provincialisation, Pierre Frogier appelait ça différenciation territoriale, Gilles Brial appelle ça fédéralisme interne, enfin peu importe. En fait, le sujet, c'est pas... Vous savez, je ne voudrais pas qu'on se mette autour de la table le lendemain avec les indépendantistes et puis qu'on échoue sur un non, parce qu'on aura dit fédéralisme ou qu'on aura dit non. La Calédonie et la France nous permet cette liberté-là, c'est extraordinaire. La France nous dit, faites ce que vous voulez, on modifiera la Constitution en conséquence, trouvez le statut qui vous convient à tous. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, la France, elle nous offre le cadre, la protection générale, la barrière de corail un peu, elle nous protège de l'extérieur. Et puis à l'intérieur de ce cadre, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Il faut qu'on arrive à construire un statut qui permette finalement de répondre au mieux aux attentes des Calédoniens, tout en gardant la protection en matière évidemment on a beaucoup parlé de la Chine pendant cette campagne. La Chine, ils nous regardent avec attention, évidemment, si c'est l'indépendance, demain ils seront à nos portes. Mais au-delà de la Chine, sur la question de la justice, de nous protéger de nous-mêmes, la France, elle nous permet ça. Et elle ne nous demande rien en échange. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la France, elle nous offre cette protection, et derrière, elle nous dit, faites ce que vous voulez. Comment vous envisagez justement ce dialogue entre loyalistes et indépendantistes au lendemain du 4 octobre que vous appelez de vos voeux? Concrètement, qu'est-ce que vous pensez négocier avec les indépendantistes? Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est que chacun rentre dans cette discussion en ayant une vraie volonté de se parler et de s'entendre. Je me souviens, pendant le G10, avoir demandé à Daniel Goa, essayons d'écrire ou de prendre en compte ce qui est très important pour l'un ou pour l'autre. Par exemple, pour nous, ce qui est très important, c'est de garder le passeport français. Ce qui est très important, c'est de considérer que la propriété privée, que quand on est chez soi, on n'a pas quelqu'un qui vient avec un boîte à bout et qui dit maintenant c'est plus chez toi, c'est chez moi. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet ultérieurement. Etc. Il y a des choses qui sont absolument essentielles, des fondamentaux qui pour nous sont essentiels. Et j'ai dit, pour vous, qu'est-ce qui est absolument essentiel? Et il m'a dit l'indépendance. Je veux dire, si on dit qu'on veut parler et qu'au final on veut parler, mais que pour le projet qu'on porte, c'est compliqué. On sait, nous, quand on va se mettre autour de la table, qu'il y a des choses, il y a des symboles, des éléments qui sont importants pour eux et qu'il faudra qu'on prenne en compte. Il faut que chacun, il ne faut pas s'abandonner, il ne faut pas se perdre dans cette discussion-là, mais il faut au moins entendre et écouter les autres. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on est. Si les indépendantistes accepteront vraiment de se mettre autour de la table, sachant qu'eux réclament de toute façon un troisième référendum qui interviendra si un tiers du Congrès de toute façon le demande. Oui. Alors, plusieurs choses sur ça. D'abord, il y a dans la loi organique, il est prévu 6 mois pendant lesquels on ne peut pas faire de demande de troisième référendum. C'est-à-dire qu'entre le 4 octobre, date de ce second référendum, et la date à laquelle ils peuvent déposer une demande, il se passera 6 mois, donc pas avant le 4 avril. Ça veut dire que cette période de 6 mois, on peut l'utiliser sans qu'ils aient encore décidé d'aller au troisième référendum. Mais pour ça, on a besoin d'avoir un État qui s'implique. Aujourd'hui, on a un État qui joue le rôle d'organisateur du référendum de manière impartiale et qui le fait, je pense, plutôt bien, encore que justement, on pourrait contester un certain nombre de positions. On voit la dernière citation justement du Premier ministre qui disait « L'État reste et restera impartial au service de tous dans le déroulement des opérations référendaires ». Justement, cette position, est-ce qu'elle vous satisfait? Ce qui est triste, c'est que cette position qui est prise par le Premier ministre, elle est finalement presque en deçà de celle qui a été prise par le Président de la République, qui a quand même dit la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même une forme de positionnement. Moi, ce que je dis par rapport à la position de l'État, c'est qu'il y a deux choses dans le rôle de l'État. Il y a l'État organisateur du scrutin, qui est regardé par les gens de l'ONU, par les gens de l'extérieur, et qui se doit d'être impartial et d'organiser ce scrutin de manière à ce qu'il soit incontestable et incontesté. Et ça, c'est un rôle essentiel de l'État.
et que chacun le reconnaît. Et puis après, il y a le rôle politique de l'État. On est dans une situation où la France risque de perdre un bout d'elle-même. Et bien la France doit se positionner pour savoir si oui ou non elle veut perdre un bout d'elle-même. Et je suis vraiment atterrée de voir que l'État ne se positionne pas. Je veux dire, on n'est pas en train de faire le choix de savoir s'il va y avoir un train dans telle zone ou pas. On est en train de se demander si oui ou non la France va perdre un bout d'elle-même. Et je considère qu'il doit y avoir une parole politique que le président de la République a eue, clairement, et qui aujourd'hui n'est plus déclinée. Donc on a un État aujourd'hui qui est malheureusement, qui organise très bien le scrutin, pas de souci, mais qui ne se positionne pas. Ce que je souhaite maintenant, c'est que le lendemain, et je l'ai dit à nos interlocuteurs de l'État, je souhaite que dès le lendemain, il puisse y avoir des discussions et que l'État soit proactif là-dedans. Parce que si l'État ne prend pas la main pour dire maintenant, vous vous mettez autour de la table, vous discutez, au moins vous optimisez cette période de 6 mois dans laquelle il n'y a pas encore de décision de prise, et on met tout le monde autour de la table et on essaie de trouver une solution. Si au bout de 6 mois, il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Et puis chacun prend ses décisions. Mais si pendant 6 mois, on arrive à avancer sur ce qui nous réunit, sur ce qu'on pourrait trouver comme accord, bah, qu'il y ait un troisième ou qu'il n'y ait pas un troisième référendum, parce qu'au final, ce sont les indépendantistes qui décideront, qu'il y ait un troisième ou qu'il n'y ait pas un troisième, eh bien, on se sera parlé et on sera en capacité de préparer ce qui se passera le lendemain du troisième. Parce que qu'est-ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa le lendemain du troisième? Les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 2 ans de plus pour discuter de la situation ainsi créée? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous metteriez concrètement dans ces discussions? Un nouveau projet de statut pour la Nouvelle-Calédonie, une nouvelle façon de revoir les compétences? Concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez sur la table? Alors, nous, on a mis beaucoup de choses sur la table, déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de gestes de faits par les uns par les autres. Pierre Frogier sur les 2 drapeaux. Moi, j'ai proposé un référendum régulier qui permette de prendre en compte la volonté d'indépendance. Bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table, mais en face, les indépendantistes ne nous ont pas dit la question que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour eux? Ils sont dans une posture idéologique qui est finalement contradictoire avec le choix qu'ils ont fait il y a 20 ans d'accepter le processus démocratique. Ils disent, quoi qu'il arrive, ce sera l'indépendance. Bah, dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter de poser la question aux Calédoniens et de la poser 3 fois. Je veux dire, non, si on accepte le processus démocratique, ce qu'ils ont fait, on accepte son résultat. Et donc, ça veut dire que quand on se met autour de la table, alors encore une fois, de manière forcée après le troisième, mais je l'espère après le deuxième, parce que c'est quand même pas la peine d'imposer ça aux Calédoniens, eh bien, on dit, ben voilà, l'état des choses, c'est quoi? C'est que oui, on a un peuple kanak qui veut un certain nombre de choses en termes de reconnaissance, mais on a une légitimité démocratique. Et cette double légitimité, elle a son existence, et il n'y a pas une qui doit être niée au profit de l'autre. Si on revient un peu concrètement sur votre vision de dimanche, est-ce que vous avez des pronostics? Non, on s'est risqué au pronostic en 2018, on ne le refera pas. On a l'espoir que nos électeurs soient plus mobilisés, et donc on espère avoir un sursaut de ce côté-là, mais on part quand même avec beaucoup de handicaps. On a quand même, d'abord, on a près de 40 000 personnes qui sont exclues de ce scrutin et qui vivent en Calédonie depuis plus de 20 ans. Enfin bon, on a tous de la famille dans ce cas-là. Donc on part avec un handicap, on part avec un autre handicap sur la question de l'inscription automatique des personnes de statut coutumier. Enfin, on part avec des boulets aux 2 pieds et puis on rame, quoi. Donc, et pas suffisamment, selon vous, pour réduire le score on du non. On part pas avec beaucoup d'avantages, mais je crois quand même que il y a une inquiétude de la part des électeurs loyalistes convaincus d'une part, qui n'ont pas forcément été votés, mais aussi, et je le vois, je l'ai vu dans les îles, concrètement, je veux dire, les réponses des indépendantistes sont quand même extrêmement légères. Enfin, dire aux gens, sautez de la falaise, mais vous inquiétez pas, on va faire durer le saut 3 ans, et puis à la fin, il y aura quand même les cailloux, mais la France viendra pour panser nos plaies. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas une réponse. Et les gens ont des questions très concrètes, des questions de savoir si oui ou non les minima sociaux vont continuer. La réponse, elle est non. Aujourd'hui, si on parle de l'aide médicale dans les îles, elle est financée directement, compensée directement par l'État
à près de 30%. Donc, même si sur le papier, il y a le logo Province des Îles, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est l'État qui paye. Et donc, concrètement, il y aurait des conséquences. Et je pense qu'il y a quand même cette conscience de la question des changements du quotidien qui n'y avait peut-être pas là pour la dernière fois. Alors, les indépendantistes ont quand même commencé à basiliser le terrain, même si le non l'emporte. On a notamment vu qu'ils avaient déposé des textes sur le bureau du Congrès, l'un qui vise le transfert de l'article 27 il y a quelques semaines, et un autre plus récemment, hier, sur la propriété foncière, texte qui prévoit d'interdire aux non-citoyens calédoniens d'acheter ou de vendre des biens immobiliers d'occasion à d'autres non-citoyens. Comment réagissez-vous à ce dépôt de texte? C'est extrêmement grave. Enfin, je veux dire, on est dans une forme d'exclusion de plus en plus marquée, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de préparer la société qu'ils veulent, et c'est exactement ce qu'on dénonce. En fait, ils ne font que démontrer que ce que nous disons depuis le début de cette campagne est exact, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a des citoyens qui sont au-dessus des autres. Et aujourd'hui, ce sont les citoyens au sens de la loi organique. Je rappelle que la loi organique n'a prévu de différence que sur le droit de vote et sur l'accès à l'emploi. Donc cette loi, de toute façon, sera, à mon sens, inconstitutionnelle. Et on fera le nécessaire pour que le Conseil constitutionnel ne la valide pas si elle venait à être validée par une majorité au Congrès. Mais sur le fondement de la société qu'ils veulent construire. Aujourd'hui, ils parlent des citoyens. Mais ceux-là même qui ont déposé la loi, et celui qui a rédigé cette loi-là, fait partie de ceux qui sont en commission administrative spéciale sur les inscriptions d'électeurs et qui demandent la radiation des non-canaques des listes électorales. Donc on voit bien comment ils se positionnent. Leur projet de société, c'est d'avoir une partie de la société, les citoyens aujourd'hui, les personnes de statut coutumier demain, qui sont au-dessus des autres. C'est tout, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, mais je crois que c'est à l'échelle du monde, tous les pays qui se sont construits en excluant ont fini avec des guerres civiles, parce que là, ils vont dire les personnes de statut coutumier, et puis qu'est-ce qui va se passer avec les métis après-demain? Après-demain, on va dire, non, mais toi, t'es pas pur, toi, t'es pas machin, ou toi, t'es un planche à voile parce que tu viens des îles et que t'as pas ta place ici. Mais quelle société on veut construire? Et contrairement au projet avancé qui est plutôt inclusif, quand on regarde le alors projet indépendantiste. Non, mais oui, le problème, c'est alors maintenant, ça a sauté aux yeux parce qu'il y a quand même des documents qui ont fuité avec des preuves que le projet indépendantiste n'est pas celui qui est présenté avec des jolies fleurs. Oui, des documents non officiels, mais qui en tout cas... on voit bien le vrai projet. Et le vrai projet, c'est un projet d'exclusion, un projet où ils considèrent qu'il y a une ethnie qui est au-dessus des autres. C'est tout. Une avant-dernière question. Est-ce qu'il faut s'attendre à un remodelage des institutions après le 4 octobre? On entend souvent dire que le gouvernement pourrait tomber. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi qu'il faut poser cette question-là, c'est à ceux qui sont concernés. Vous savez, je crois que, encore une fois, le gouvernement collégial, quel que soit le président, et Thierry Santa est sans doute un des présidents les plus consensuels qu'on puisse imaginer avoir, ça fonctionne plus, ça marche plus. Donc ils font tomber ou pas tomber le gouvernement, ça changera pas fondamentalement les choses. Aujourd'hui, il y a une majorité qui se constitue au Congrès avec les indépendantistes et les Veilles océaniens qui les rejoint pour des raisons d'intérêt personnel, ce que je regrette évidemment, parce que l'électorat wallisien et foutounien est quand même très attaché au maintien de la Calédonie de la République. Donc on est dans un espèce de grand écart du président de l'éveil océanien qui, à mon sens, n'a pas d'avenir. Mais bon, après, chacun fait ses choix politiques. Mais donc le Congrès est aujourd'hui aux mains de quelques minorités, c'est ça la réalité. Donc en fait, aujourd'hui, on a un parti politique qui a fait 5000 voix et qui finalement décide de tout au Congrès, et puis un parti qui en a fait 33 000, nous, qui finalement n'a plus la main parce qu'on est à de la proportionnelle pure. Ça n'a pas de sens. Une société, elle fonctionne quand ceux qui gagnent les élections gouvernent. À la fin de leur mandat, ils sont jugés par les électeurs. S'ils ont bien fait, ils sont réélus. S'ils ont mal fait, ils se font éjecter. C'est le principe même de la démocratie. On n'est plus là-dedans en Calédonie. En Calédonie, on a quelques minorités qui décident de tout. Donc, vous savez, le gouvernement tombe pas, c'est pas le sujet. De toute façon, on est arrivé au bout du système du gouvernement collégial. Il faut redonner un maximum de compétences aux provinces. On voit bien, Jacques Lallier, il a des idées en province des îles qui correspondent aux attentes de sa population, qu'il les mette en œuvre, qu'on lui donne les moyens de les mettre en œuvre. Idem en province sud. On a des choses qui correspondent aux particularités. On ne gouverne pas la province sud comme on gouverne une province des îles qui est à 100% de terre coutumière, c'est tout. Et il faut, à un moment donné, soit on se cache les yeux de cette réalité-là et on continue à vouloir avoir des décisions qui correspondent à des réalités extrêmement différentes,
soit on s'adapte aux besoins de nos populations et on essaie de faire au mieux. Une dernière question, si le oui l'emportait, quelle serait la réaction de l'Avenir en confiance? On se bat pour le non, on ne se bat pas pour essayer de construire une société dans laquelle la France ne nous protège plus. Merci beaucoup Merci. Sonia Baquès et bon vote dimanche. Et puis on Merci. se retrouve la semaine prochaine pour quelques commentaires aussi sur les résultats. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages.